54 avant Jésus-Christ. Jules César est de retour en Bretagne après une première expédition aux résultats mitigés. Il est décidé à faire sentir la puissance de Rome aux barbares de cette île maudite, et cette fois, il s'est embarqué avec 4 légions et un fort contingent d'auxiliaires, notamment de Gaulois, auxquels il a promis richesse et gloire. Après avoir accosté et installé un premier camp, l'armée d'invasion n'a croisé aucune âme qui vive, contrairement à la première fois où les Bretons les avaient attaqués dès la descente des navires. En réalité, la taille plus conséquente de l'armée du proconsul a alarmé les tribus, qui se sont réunies en urgence pour définir une stratégie. Cassivellaunus a été désigné comme chef de l'armée, chargé de la défense. Mais il n'a pas l'intention d'offrir à César une bataille rangée contre toutes ses forces. César allait cependant lui fournir une occasion d'entamer les hostilités, et de peut-être arracher une victoire aux envahisseurs. En effet, désireux de savoir où il mettait les pieds, le proconsul envoya un détachement à la recherche de villages où récupérer des renseignements et des otages. Le tribun Albinus de la 7e Légion avait été envoyé avec une petite force, fourrager à l'intérieur des terres et prendre contact avec les locaux pour pouvoir faire un point de la situation. Albinus disposait de quelques cohortes légionnaires ainsi que d'un détachement d'auxiliaires ibériques. De nombreux légionnaires de la 7e étaient d'ailleurs eux-mêmes originaires d'Hispanie, ainsi que d'autres alliés divers et variés dont des Gaulois et même un éléphant. Il avait pour ordre de ne pas engager de combat contre des forces ennemies en nombre, mais le chef Catuvellonide Rutanos n'allait pas lui laisser le choix. Le chef breton avait été chargé par Cassivellaunus d'attaquer et de détruire cette force romaine isolée. Après le passage de la rivière Stour, les Romains débouchèrent sur une plaine herbeuse jalonnée de buissons et de quelques bosquets, lorsqu'ils furent confrontés à un fort contingent de Bretons. Avec la rivière à retraverser derrière eux, les Romains étaient dans une situation difficile. Il allait falloir repousser l'ennemi pour se dégager. Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour El César, histoire de changer un petit peu. Toujours avec Nicolas, Romain contre Breton. On commence tout d'abord avec la liste d'armées romaines qui sera jouée par Nicolas. Et la liste bretonne dirigée par moi-même, je vous laisse mettre en pause si vous voulez la lire plus avant. On commence avec le déploiement de Nicolas. Sur sa droite, il a placé la division des Ibères. Alors à noter qu'on a changé les figurines puisque par rapport à l'ordre de bataille que vous avez vu avant, ce n'étaient pas des légionnaires, ce sont des scutarii, donc on a pris des figurines qui ressemblent davantage. Au centre, il a placé sa division légionnaire. Et sur sa gauche, sa division auxiliaire. Passe à mon déploiement, donc en face des Ibères, soit sur ma gauche, j'ai placé mon unité d'infanterie, l'une de mes 2 divisions d'infanterie, la plus petite, qui représente les Trinovantes. À noter qu'à El César II, nous avons désormais des règles de scénario que nous avons utilisées. Celui qu'on a tiré nous permet de mettre les tirailleurs et les cavaleries légères un peu en avant, ou même, pour les tirailleurs, à l'intérieur d'un décor type forêt ou autre terrain similaire, jusqu'à la moitié de notre déploiement. Donc je l'ai fait, j'ai placé tous mes tirailleurs soit dans des éléments de décor dans la moitié de table, soit un peu en avant. Au centre, donc face aux légionnaires, j'ai mis la grosse division d'infanterie, celle de mon général, avec le petit régiment de tirailleurs frondeurs en avant. Et sur ma droite, la cavalerie, avec simplement la cavalerie légère que j'ai elle placée à gauche pour qu'elle opère avec l'autre cavalerie légère. Mais sinon tout le reste de la cavalerie est à droite. Je gagne donc le premier tour et je décide, pour commencer, d'utiliser un des nouveaux ordres spéciaux que permet El César II, à savoir avance générale, qui est un ordre qui est unique, que seul le général peut faire. Ça doit être le premier et c'est également le dernier, vous ne pourrez pas en faire d'autres, les autres généraux ne joueront pas. Vous faites un seul test de commandement sans malus de distance. Si vous réussissez, toute votre armée peut faire un mouvement. L'ordre est réussi, toute mon armée fait un mouvement.
Mes archers avancent un petit peu dans le cairn et tirent sur les Scutari. Ils en abattent quelques-uns, bon, une petite perte, mais ça fait pas grand-chose. Sur la droite, je parviens à faire avancer suffisamment mes frondeurs pour pouvoir tirer sur leurs homologues qui étaient cachés dans la forêt. Je parviens à obtenir un 6, ce qui leur fait faire un test de commandement, ils paniquent et se replient. C'est au tour de Nicolas de jouer, il fait avancer donc ses archers montés syriens et son éléphant face à ma cavalerie. Sa division légionnaire avance prudemment en ligne compacte. Par contre, ces Scutari, quant à eux, sont beaucoup plus directs. Il les fait avancer à portée de javelot de mes cavaliers bretons et déclenche une salve qui m'occasionne des pertes. La division trinovante va entamer le premier d'une longue série de tours où elle ne fera rien. Je rate mon ordre, ça reste sur place, et du coup la cavalerie légère et les archers doivent se débrouiller tout seuls. Pendant ce temps au centre, mon général lui est beaucoup plus efficace puisqu'il parvient à faire amener ses troupes sur la colline avant les Romains. Je tente même sur la droite une attaque un peu osée qui réussit, j'obtiens 3 mouvements avec mon ordre, et mon unité de char charge le Scorpion. Je pensais le piétiner, mais en fait non, il parvient à se replier hors de table, je décide d'aller avec lui histoire de sortir de l'angle de vue des Gaulois. Mon autre unité de char est envoyée pour aller harceler les archers montessites et l'éléphant, tandis que la cavalerie noble, je la place avec le flanc protégé par le bosquet, prêt à charger. Les javelots de mes chars font l'affaire puisque les archers montés se replient sous la pression. Nicolas décide de temporiser, il avance ses légionnaires en ligne toujours et lance des pylônes sur mes unités de Bretons. 2 d'entre elles paniquent et se replient sous les pertes, ce qui fait que ma ligne est désormais désorganisée. Sur ma droite, Nicolas fait avancer ses cavaliers numides qui se mettent à portée de javelot, qui tirent une rafale sur mes nobles bretons qui prennent 2 pertes, et paniquent à cause du tir et se replient derrière les fanatiques désorganisés. Pas de chance pour moi. Au centre, la situation n'est pas idéale pour moi puisque j'ai une warband désorganisée, une autre qui a dû replier mais qui est encore utilisable. Je n'ai pas envie de rester dans un duel de projectiles vu que les warbands bretonnes ne sont pas du tout bonnes pour ça alors que les Romains ont 3 dés pour tirer, moi seulement 2. Je décide donc malgré tout de tenter la charge. Je fais charger à la pointe de l'attaque mes fanatiques qui eux n'ont besoin que de réussir le test d'un point pour faire 3 mouvements si elles chargent l'unité la plus proche, ce qui est le cas. J'obtiens une réussite et donc les fanatiques chargent droit dans le tas. L'unité qui avait replié est replacée avec un mouvement en soutien de l'unité de fanatiques et j'approche également mes frondeurs pour qu'ils les soutiennent également. J'ai donc 2 soutiens sur cette unité. La warband du milieu, quant à elle, réussit à obtenir 2 mouvements et elle réussit à charger la corde qui est devant mais sans soutien. Avec le général Drutanos qui rejoint la mêlée plus 2 unités en soutien, mes fanatiques lancent pas moins de 16 dés d'attaque contre la cohorte romaine qui eh bien, s'en sort plutôt bien puisque je ne lui mets que 2 blessures il me semble et elle rate son test et se replie en désordre vers la forêt mais encore vaillante. Comme avant, les Trinovantes ne bougent pas. On dirait vraiment qu'ils ont décidé de laisser leurs alliés, mais néanmoins rivaux, Catu-Véloni, se débrouiller tout seuls. Mes cavaliers s'en sortent cependant pas trop mal en termes de lancer de javelot. Ils parviennent même à mettre 3 pertes à une des unités d'Ibère. Les chars bretons qui étaient sortis de table reviennent et se placent sur les arrières de la bande de guerre gauloise.
Les fanatiques ont évidemment poursuivi leurs ennemis avec tout leur soutien pour tenter de les détruire lors du combat suivant. Malheureusement, Nicolas réagit assez rapidement, il fait pivoter ses cavaliers numides qui chargent mes frondeurs, me faisant perdre un soutien, et les cavaliers reçoivent eux-mêmes le soutien des autres frondeurs, les frondeurs romains. Au centre, la seconde cohorte a remporté son combat et a repoussé mes Bretons qui se replient désorganisés, tandis que la troisième cohorte, elle, continue de pilomer à coups de pilum mes barbares et à les désorganiser. L'éléphant charge mes chars, et je fais une contre-charge. Le combat est équilibré, on se met le même nombre de blessures. Nicolas fait ensuite tourner ses Gaulois, et il obtient suffisamment de mouvement pour charger mes chars, qui font une contre-charge évidemment, ce qui me permet de désorganiser l'ennemi, lui faire perdre un point de toucher, et le combat qui suit se débouche sur une égalité. Au centre, mes frondeurs sont donc massacrés jusqu'au dernier, et dans la foulée, je trouve le moyen de perdre le combat contre les légionnaires que j'avais battus précédemment avec mes fanatiques, et je suis forcé de me replier. Quant à ce qui se passe sur la gauche, eh bien, mes bandes de guerre ne bougeant toujours pas, les Scutari de Nicolas s'avancent et envoient une nouvelle volée de pilum sur mes cavaliers légers celtes, et cette fois-ci, une de mes unités panique et se replie en désordre. Une seconde volée de l'autre unité, celle qui était devant les menhirs, oblige mes javeliniers à se replier, également en désordre. C'est donc à mon tour, et au miracle, pour la première fois depuis 3 tours, Odnotrix réussit à déplacer ses guerriers. Mais seulement un mouvement, hein, faut pas déconner. D'ailleurs, au passage, son autre bande de guerre qui était en tirailleur dans la forêt et à qui j'ai tenté de donner un ordre, suivez-moi avec lui, hein, donc il est venu en personne dans l'unité pour leur causer, eh ben, ils ont décidé de pas bouger. Donc on peut vraiment dire que la loyauté des Trinovantes envers l'Alliance est pour le moins discutable. Du coup, au milieu, de toute façon, c'est plus le moment de se poser des questions, hein. Mes fanatiques se replient, ma bande de guerre qui se trouve complètement sur la gauche est toujours désorganisée par les tirs de pilum. Il me reste donc plus qu'une seule bande de guerre que Drutanos, mon général, décide de prendre directement avec elle, grâce à un ordre suivez-moi, pour charger la colonne centrale des Romains. Eh ben ça va payer parce que sans aucun soutien, cette bande de guerre, face à des légionnaires qui pourtant ont serré les rangs, hein, Nicolas a fait serrer les rangs à son unité histoire de leur donner plus 1 en sauvegarde, donc ils avaient une 3+, eh bien il a raté pas mal de sauvegardes et du coup, avec un jet de morale désastreux, eh bien je balaye complètement les Romains et je peux faire une percée. Et donc percé il y a, hein, dans mon arc frontal, où se trouve le flanc de la jolie petite cohorte d'avant qui s'amuse à tirer des pylônes sur mes troupes. J'enfonce leur flanc, ils se mettent évidemment à serrer les rangs ici, ils arrivent cependant beaucoup plus à mitiger un peu les pertes, ils en prennent, mais par contre le jet de morale est meilleur et je remporte le combat et ils se replient simplement en désordre vers le cercle de menhir. C'est la baraka pour les Bretons, donc on continue sur la bonne lancée. Le centre romain est enfoncé et ma cavalerie reçoit un ordre suivez-moi de son général. Et eh bien l'ordre passe, elle fait 3 mouvements et parvient à charger les cavaliers syriens et les frondeurs rhodiens de flanc. Donc les cavaliers ayant le droit d'effectuer une réaction de se tourner, ils la font, mais ça ne les sauvera pas, ils sont complètement balayés, le soutien saute également, et je peux faire une percée avec les cavaliers. Les dominos tombent les uns après les autres, puisque cette percée me permet de tomber sur les arrières des Gaulois, qui sont ébranlés, et seront balayés le tour d'après. L'éléphant et le char terminent à nouveau sur une égalité, les deux sont à 5 blessures chacun, on est à la limite de l'ébranlement pour chacune.
Mais bref, à ce moment-là, à la fin de ce tour, la situation semble s'être retournée en faveur des Bretons. C'était pas gagné puisque le tour d'avant, c'est moi qui semblais en passe de céder. Et maintenant, eh bien, la division centrale romaine est en grande difficulté et celle des auxiliaires qui se trouvent sur la gauche de Nicolas également. Nicolas fait avancer ses scutarii pour lancer des pylômes sur mes Bretons, comme d'habitude j'ai envie de dire, et ils subissent des pertes. En revanche, au centre, et vraiment sans surprise, sa cohorte finit par lâcher prise et est mis en déroute. Le général Albinus décide de charger avec sa troisième et dernière cohorte et le soutien de ses archers contre mes fanatiques, qui sont taillés en pièces. Malheureusement pour les Romains, ils sont trop éprouvés, et comme j'ai détruit l'autre cohorte, eh bien la majorité de leurs effectifs sont détruits, la division est donc brisée et elle devra battre en retraite. Ça fait une division à 0 pour les Bretons, et malheureusement sur la gauche romaine, l'éléphant sort vainqueur du duel serré et piétine joyeusement mes chars. Heureusement, j'ai réussi à l'ébranler avant de mourir, ce qui fait que la division auxiliaire ne tient plus qu'à un fil si j'arrive à détruire ou à ébranler les cavaliers syriens. À mesure que la victoire se profile, les Trinovantes semblent vouloir un peu avancer. Un seul mouvement encore une fois, et toujours pas suffisamment pour engager l'ennemi, mais on s'avance. Du coup, je tente de jeter des javelots avec ma cavalerie légère et avec mes Bretons contre les scutarii, mais je suis vraiment pas bon pour ça, ça donne pas grand chose. La bande de guerre qui campait dans la forêt depuis un bon bout de temps décide enfin de sortir, en courant cette fois-ci, hein, bah c'est sûr, maintenant que les légionnaires ont été éliminés, la voie est libre. Évidemment, devant cet opportunisme dégoulinant, Drutanos, mon général, ne manque pas de les insulter copieusement, puis donne l'ordre à ses troupes de se tourner vers les auxiliaires. Comme c'était prévu, ma cavalerie noble massacre les Gaulois, tandis que les chars décident de piétiner le Scorpion qui ne s'en sort pas cette fois. Nicolas fait entrer ses scutarii dans le cairn pour en déloger mes archers bretons à coups de pylôme avec l'aide du deuxième Scorpion qui parvient également à toucher, on l'avait presque oublié celui-là. Et les autres scutarii me rendent la monnaie de la pièce avec évidemment beaucoup plus d'efficacité puisque cette division héroïque est décidément assez efficace au tir. Au centre, les débris de la division Albinus quittent le champ de bataille. Malheureusement, l'heure tourne et il faut que je déroute encore une division de mon adversaire pour remporter une victoire totale. Sans doute désireux d'avoir un peu de gare sur le tard, mes Trinovantes décident enfin de charger les scutarii, mais ces derniers résistent pied à pied, y a rien à faire. Les autres Trinovantes qui sont de l'autre côté du cairn reçoivent un ordre suivez-moi d'Onotrix, leur commandant, qui leur permet de se mettre avec 3 mouvements en ordre dispersé et rentrer dans le cairn pour combattre de flanc les scutarii. Malheureusement, dans ce terrain difficile, la charge n'a pas l'impact escompté et les Ibères parviennent à s'en sortir au prix d'un simple repli. Malgré le soutien des cavaliers légers, la bande de guerre ne parvient donc pas à briser la ligne ibérique. Cette division parviendra donc à se replier en bon ordre puisque c'est le dernier tour. Alors j'ai à ce moment-là toujours l'espoir qu'on a peut-être un 7ème tour et tout va dépendre de si j'arrive ou pas à disperser la division des auxiliaires de l'autre côté du champ de bataille. Au centre, les Bretons insultent et se moquent des Romains en fuite mais ne parviennent pas à bouger. J'ai donc la balle de match dans les mains de Keltrax, le commandant de la cavalerie, avec un ordre suivez-moi sur les cavaliers nobles bretons pour tenter d'impacter les cavaliers syriens et de remporter la victoire. Malheureusement, les ordres échouent.
Nicolas lance le dé pour savoir s'il y aura un 7ème tour, et à son grand soulagement, il n'y en aura pas. Je n'aurai donc pas de deuxième chance de remporter la victoire, on en restera là sur une égalité. Mes troupes ont subi de lourdes pertes, mais aucune de mes divisions n'est brisée. Ils n'ont cependant techniquement pas réussi à détruire l'avant-garde d'Albinus, puisque c'est une égalité. Je n'ai détruit qu'une seule des 3 divisions de Nicolas, il aurait fallu que j'en détruise 2 sur 3 pour remporter une victoire totale. On peut donc partir du principe que la bataille est considérée comme indécise, avec donc un léger avantage, tout du moins psychologique, pour les Bretons, puisqu'on a détruit une division adverse. Et il y a plus de chances que Brutanos soit bien accueilli par son maître plutôt qu'Albinus. Donc voilà, ceci clôt cette partie de El César. C'était vraiment très intéressant, très fun. El César V2 est vraiment excellent, j'aime bien. Plein de petites règles rajoutées qui sont vraiment de bonne aloi, notamment pour tout ce qui concerne les scénarios, c'est vraiment très bien. Les nouveaux ordres spéciaux aussi sont très intéressants. On a vraiment apprécié tous les deux cette partie, on a apprécié de rejouer à El César, ça faisait plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.